Bonjour à tous, je vous propose cette petite rediffusion de notre soirée conférence organisée chez Storia à propos du nouveau programme de formation que nous lançons pour et par les assistantes afin de les accompagner dans la transition numérique au sein de leur cabinet. Voilà, donc on va parler ce soir Digital Flow. Et on va essayer de redéfinir le nouveau rôle de l'assistante dans les cabinets équipés numériquement et surtout la façon de le faire qui nous est apparue la plus simple et la plus efficace au sein de notre propre cabinet. Alors qu'est-ce que le Digital Flow? Vous voyez un peu cette définition tirée de ChatGPT. La numérisation d'un cabinet dentaire désigne l'intégration d'un flux digital complet, de la capture des données à la réalisation des traitements, afin d'améliorer la précision clinique, l'efficacité opérationnelle et l'expérience patient. Une grande phrase pour ne pas dire grand-chose, mais il y a quand même quelques points qui sont intéressants et qu'on sera amené à développer un petit peu plus loin dans la discussion. Qu'est-ce qu'on a comme données numériques à notre disposition dans nos cabinets? La première des données numériques est le fichier administratif patient. Les cabinets sont numérisés au niveau de leur logiciel métier depuis de nombreuses années, et c'est effectivement le cœur des données numériques que recèlent nos cabinets. Mais on a aussi bien sûr des fichiers radiographiques, on a des fichiers photographiques, on a des fichiers d'empreintes maintenant avec les fameuses empreintes numériques, et puis petit à petit on gère aussi des fichiers dits de numérisation de nos travaux de prothèse et qui vont servir essentiellement à l'impression ou à l'usinage des techniques CFAO. Sans oublier plein d'autres fichiers cachés au sein de nos activités, dont celui de la traçabilité par exemple, celui de la comptabilité. La maintenance est aujourd'hui aussi gérée à distance via des données numériques. Et la communication avec nos patients est aujourd'hui aussi entièrement digitalisée. J'ajoute à cela que l'intelligence artificielle, bien sûr, fait son apparition, et même plus que ça, dans bien des domaines, et donc on est forcé de constater que notre environnement professionnel est baigné de fichiers numériques. Si on revient un peu en arrière, historiquement, on a 3 exemples de numérisation dans nos cabinets. La première des numérisations a eu lieu il y a de nombreuses années, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, avec l'informatisation des données patients via nos logiciels métiers. La seconde numérisation, le second choc numérique, c'était à propos de la radiographie. Et plus récemment avec, avec l'empreinte numérique. Si on prend l'exemple de l'informatisation des données patients, le premier ordinateur qui était dédié à un logiciel métier qui s'appelait Agatha 7 est sorti en 1979. L'ordi, c'était un Apple II qui fonctionnait avec disquette et qui était un ordinateur très peu puissant, mais il avait le mérite d'exister. En 90, on peut dire que l'informatisation des données patients s'est généralisée, et puis ça s'est vraiment mis à accélérer dans les années 2000 avec l'apparition en fait, de la télétransmission qui nous a tous convertis à l'informatique. On a eu aussi un grand boom numérique avec la radiographie. La première apparition, comme vous le voyez sur cette photo, puisque c'était le premier outil disponible dans les cabinets dentaires en France en 90, et peut-être que certains d'entre vous se souviennent de la radiovisiographiie RVG avec des capteurs filaires. C'était les balbutiements de la radio numérique. En 2000, on a une adoption assez importante de cette technique, et on a carrément une standardisation à compter de 2010, c'est-à-dire qu'on n'a plus de radio argentique, on va dire, après les années 2010. Ce qui est intéressant de constater, c'est que pour la première révolution numérique, on a mis 20 ans. Et là, de nouveau, entre 90 et 2010, on remet 20 ans à adopter totalement le modèle. Si on s'intéresse à l'empreinte numérique, c'est un petit peu particulier. En 85, et je vous ai mis cette photo du célèbre film Retour vers le futur, pour illustrer en fait l'apparition
de cette technologie d'empreinte numérique avec le développement du CEREC. Je ne sais pas si ça parlera à tout le monde, mais c'était une technologie qui avait beaucoup d'avance puisqu'elle avait pour prétention en fait, de déjà introduire le chairside au cabinet. Déjà dans ces années-là, on avait empreinte numérique, modélisation et usinage au cabinet. Je pense qu'ils étaient très en avance et que du coup l'adoption elle a été très lente. Vous voyez que dans les années 2000, on a seulement 2 à 3% des cabinets qui sont équipés de cette technologie. C'est seulement à compter de 2015 que l'empreinte numérique seule a commencé à se démocratiser dans les cabinets. Donc vous voyez une adoption qui est quand même un peu calquée sur les 2 premières révolutions numériques, voire même un petit peu plus lente. Si on se met dans la peau d'un débutant en numérique, voilà ce qui revient assez régulièrement au niveau des résistances qu'on peut rencontrer à aller vers de nouvelles technologies. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'au départ, la technologie qui vous est proposée, initialement, elle est moins performante que la technologie que vous avez l'habitude de maîtriser, la technologie analogique. Le coût d'investissement est bien supérieur, et cet outil va vous obliger à une remise en question de vos enseignements, entre guillemets, c'est-à-dire de vos connaissances. Chaque fois que vous intégrez une nouvelle technologie, vous allez avoir à revoir un petit peu vos process. Du coup, on a 3 groupes. Chaque fois qu'on est confronté à un grand virage technologique dans nos exercices, mais c'est valable aussi en industrie, c'est valable dans beaucoup de domaines. On va avoir le groupe des pionniers. Ça, c'est ceux qui, de toute façon, vont vers cette technologie quoi qu'il arrive, parce que ils aiment avoir de l'avance, ils aiment, on va dire, s'initier avant les autres, etc., essuyer un petit peu les plâtres. On va avoir une grosse quantité d'indécis. Et puis, on va avoir les réfractaires, c'est-à-dire ceux qui, quoi qu'il arrive, ne sauteront jamais le pas. Si on revient un peu sur le sujet du jour, c'est-à-dire l'empreinte numérique, le taux d'équipement actuellement en France, c'est une donnée qu'on trouve un peu quand on fait les recherches sur le net, c'est 38%. Alors, on est en progression constante de 10% par an, et on rattrape très vite le retard, mais il n'en reste pas moins que le taux d'équipement est quand même relativement faible. Les prévisions nous disent que d'ici 5 ans, on passera d'environ 1 cabinet sur 3 aujourd'hui à 3 cabinets sur 4 en 2030. Donc une progression relativement lente au départ et puis qui va s'accélérer dans les années qui viennent. Si on regarde à l'international, notamment du côté des États-Unis, on constate qu'il y a 65% des cabinets qui sont équipés numériquement, et équipés numériquement aux États-Unis, ça veut dire, dans beaucoup de cas, équipés d'un scanner intraoral bien entendu, et équipés d'une solution CFAO chairside au cabinet. Donc il y a non seulement un taux d'équipement qui est bien supérieur, mais on a aussi une technologie qui est plus avancée. En Europe de l'Ouest, en Allemagne et en Angleterre, on est aux alentours de 50%. Les pays scandinaves sont les bons élèves de l'Europe avec 60 à 85%. Pourquoi ? Parce que leur système d'enseignement est déjà très axé sur le numérique. Et donc du coup, les installations se font directement avec toutes les technologies numériques. Et l'Asie, avec des installations très disparates, on est aux alentours de 40%. Donc vous voyez qu'on est un petit peu les mauvais élèves de tout ce groupe-là. Pourquoi ? Alors, quand on essaye de se poser cette question-là, on tombe souvent sur des questions financières, à savoir qu'en France, nos honoraires sont régulés, donc on peut estimer que les investissements sont en regard des honoraires perçus et que du coup, l'investissement est un peu réduit. On a encore pas mal de petites structures, donc du coup des capacités d'investissement qui sont un peu plus faibles, et on a une formation universitaire qui tarde un petit peu, malgré tout, à intégrer complètement toutes les technologies du numérique. Mais est-ce que ces arguments purement financiers sont les seuls à mettre en avant? Je ne le pense pas. Les étapes du changement, quoi qu'il arrive dans une entreprise, sont toujours les mêmes. C'est-à-dire qu'au moment où on découvre
un grand virage à prendre, on va être dans cette situation un petit peu de choc, de déni, et on va rester un petit peu dans cette sphère là entre la négociation et la dépression. Le but du jeu étant bien entendu de réduire le plus possible la période qui va de cette négociation avec nous-mêmes à l'expérimentation et à l'adoption de la nouvelle technologie. Voilà. J'ai identifié 3 erreurs majeures à ne pas commettre justement pour éviter de rester bloqué en fait, dans cette zone d'interrogation trop longtemps. Bon, la première est évidente, c'est attendre trop longtemps, bien entendu, c'est-à-dire rester dans une espèce de cycle à se dire ça ne fonctionnera pas, ou ça ne marchera pas chez nous, ça ne marchera pas dans mon cabinet. La deuxième erreur, c'est copier sans comprendre, c'est-à-dire que quand vous allez intégrer une technologie, il faut absolument se plier à ses exigences et vous allez avoir à remettre en cause pas mal de vos process pour la rendre efficiente et pour la rendre plus efficace que la technologie que vous employez avant. Voilà. Et le point sur lequel je vais insister beaucoup ce soir, c'est celui-ci, le dernier, à savoir sous-estimer l'humain. Pensez que juste l'acquisition de matériel va vous permettre de passer le cap est une erreur majeure. Il faut absolument intégrer à cette petite révolution l'ensemble de l'équipe du cabinet, et c'est pour ça qu'en fait j'ai un peu conçu le programme avec mes assistantes pour justement faire en sorte que cette transition soit efficiente très rapidement. Pourquoi? Parce que vous allez intégrer le facteur humain dans votre arbre décisionnel. Après les 3 échecs, je vais vous parler de 3 facteurs du succès. Vous avez compris que si vous respectez un petit peu ces conseils, on va dire, vous allez réduire à néant en fait la phase de transition entre le choc, le déni, la dépression, la négociation et la mise en application de la techno dans votre cabinet. Et donc l'efficacité. Si on veut que ça fonctionne, il faut se décider assez vite. Bien sûr, c'est le penchant du premier point que j'évoquais dans la slide avant. Et surtout, il ne faut pas s'enfermer dans des peurs, paniques, qui, je vais essayer de vous le démontrer, ont peu de fondement. Il faut bien entendu tester le process qu'on vous propose avec des choses simples avant de le généraliser à l'ensemble de votre activité. C'est-à-dire qu'il ne faut pas juger l'outil sur l'ensemble de vos compétences. Vous allez l'appliquer dans certains domaines, vérifier son efficience. Quand tout ça est validé, vous passez à autre chose. Et surtout, vous allez aligner la technologie à l'humain. Alors, aligner à l'humain, dans notre univers, un outil de production dentaire, c'est 3 individus, une assistante, un patient et un praticien. Vous vous souvenez peut-être de la première slide, et du coup, je reviens un petit peu sur cette définition et ces 3 points qui sont chacun destinés à un des acteurs majeurs de ce trio: la précision clinique pour le praticien, l'efficacité opérationnelle pour l'assistante et l'expérience patient pour le patient, bien entendu. L'humain praticien est bien souvent dans cet état. Pourquoi? Parce qu'il a énormément de charge mentale, on va appeler ça comme ça, et donc de responsabilité dans les plans de traitement qu'il met en œuvre, depuis la consultation, le plan de traitement, les rapports administratifs, le management de son équipe. Si à ça vous rajoutez en fait des contraintes avec l'outil numérique, vous avez compris que c'est de ça dont on parle, que sont par exemple des photos bien réalisées, des DICOM exploitables, des empreintes numériques qu'il va falloir transférer au laboratoire et tout un tas d'allers-retours numériques avec le laboratoire qu'il va falloir valider avant de passer au plan de traitement. Vous voyez que l'humain praticien, dans la petite révolution numérique qui se joue dans son cabinet, bien souvent il est un peu surchargé. L'humain patient par rapport à cet outil numérique, lui, c'est le plus heureux des 3 parce qu'il est immédiatement transporté par la technologie vers ce fameux effet waouh
on parle souvent, et qui va en fait tout simplement booster son expérience patient. Donc on ne va pas s'attarder sur ça, c'est quelque chose que vous avez tous constaté, et c'est quelque chose que plus la technologie numérique va avancer dans votre cabinet, plus vous allez avoir ce genre de retour par vos patients. Je vous parle un tout petit peu de clinique, mais bien que ce ne soit pas le sujet de cet exercice, mais quand même, voilà comment on réalisait avant un process que moi j'affectionne, qui est la réalisation d'arcades full arch en implanto. Il y a encore une dizaine d'années au cabinet, on procédait de cette façon. On enregistrait une situation initiale à l'aide d'un arc facial. On demandait à notre laboratoire, ou on le faisait nous-mêmes parfois, la réalisation d'un montage, un montage directeur, vous voyez comment ça se passait. Donc tout ça a été bien entendu totalement physique. On procédait à la transformation de ce montage directeur en un bridge de transition qu'on essayait en bouche. Ce bridge de transition a été transformé en un guide chirurgical. C'était un grand mot, mais ça nous permettait en fait de rester dans le couloir prothétique. On réalisait notre chirurgie, on obtenait ce genre de réalisation qui à l'époque nous satisfaisait pleinement et qui rendait service à nos patients. Et puis on a adapté un petit peu le protocole avec l'arrivée justement du numérique, notamment au niveau de la chirurgie pilotée. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais l'idée c'était de créer un guide chirurgical qui soit un petit peu plus précis. Du coup on travaillait 50% en analogique, 50% en numérique. Ça commençait exactement de la même façon que vous venez de le voir. Et puis on intégrait en fait les données de prothèse dans notre outil de planification, donc des données de prothèse dans un logiciel de planification implantaire, et ça nous permettait en fait de fabriquer, toujours pareil, après avoir réalisé la phase de transition, ça nous permettait de fabriquer le guide chirurgical numériquement, et donc de respecter toujours la même idée, les émergences idéales et les esthétiques futures de nos prothèses. Voilà comment se présentait le guide pilote à l'époque. On obtenait ce genre de résultats, du coup des émergences qui étaient quand même optimisées et des résultats qui nous satisfaisaient un peu plus. On appliquait la technologie numérique pour la prothèse d'usage, c'est-à-dire la seconde prothèse, la prothèse définitive. Et voilà ce qu'on obtenait en dernière intention. Le protocole évolue encore un petit peu plus, et là on est au 100% numérique, avec, en fait, vous avez compris, une phase de planification prothétique qui, elle, va être numérisée. Pourquoi? Parce que on a désormais à disposition des fichiers STL, donc, qui vont nous permettre de créer en fait un avatar patient, tout simplement une copie du patient. Une copie, vous avez compris, de la situation en bouche, et une copie ou un guide en tout cas pour la situation osseuse, ce qui va nous permettre de réaliser en fait un montage directeur mais numérisé de cette façon-là. Donc il n'y a absolument plus rien d'analogique. Vous voyez la planification du projet prothétique qui va nous permettre en fait, même dans ces cas-là, de prévisualiser en fait les contraintes qui seront appliquées à la future prothèse, ce qui est toujours intéressant en amont. Voilà, je vous présente rapidement en fait ce que vous obtenez lors de la création d'un avatar patient et ce que le laboratoire va vous demander de valider en amont. Là, il se trouve que c'est Exocad sur la version téléphone portable, et donc vous allez pouvoir faire ça très tranquillement entre deux patients ou dans un train, ce qui
quand même révolutionne un peu les choses. Ok, donc vous avez compris que le projet prothétique va être bien entendu placé en regard du plan osseux. On va pouvoir aussi informer le patient ou lui donner en tout cas un ordre d'idée sur la future esthétique en superposant avec des fichiers photos. Toujours pareil, le guide chirurgical qui va être réalisé à partir du projet prothétique lui-même. De nouveau, la planification. Là, vous voyez le guide chirurgical avec les implants posés qui va être, lui, essentiellement réalisé à partir de données radiologiques. S'ajoute à cela aujourd'hui les imprimantes 3D qui ont intégré petit à petit nos structures. Là aussi, c'est encore un petit peu neuf, mais enfin, il y a quand même de plus en plus de cabinets qui s'équipent. Et du coup, cette partie réalisation de guides chirurgicaux peut être tout simplement réalisée à votre cabinet une fois votre projet validé. Voilà la chirurgie. Voici le bridge de transition qui est réalisé directement en fait au laboratoire. Pardon, qui n'est pas réalisé au laboratoire mais qui est réalisé directement au cabinet, qui est imprimé, ce qui réduit considérablement la durée d'immobilisation du patient le jour de la chirurgie. Voilà le résultat. Le jour de la pose des implants et donc de la prothèse de transition et le bridge définitif qui sera réalisé plus tard. Ici, travail du laboratoire Ciaffoloni. Voilà, l'idée c'est de bien comprendre ce qu'a gagné le patient en fait dans ces étapes-là. C'est une expérience qui aujourd'hui est totalement différente puisqu'on a considérablement réduit la durée des rendez-vous, on a augmenté la sérénité du praticien parce que en fait son geste est guidé du début à la fin, du projet prothétique jusqu'à la pose de bridge définitif, et en sérénisant en fait cet environnement, ce qui se passe c'est que forcément vous allez emmener plus de patients vers ce type de traitement. Ça c'est pour ce qui concerne uniquement l'implantologie. C'est ce que vous allez me dire. Vous allez me dire oui, mais ceci s'adresse à des cabinets spécialisés en implanto ou éventuellement des cabinets d'ortho qui eux sont très numérisés également. Sauf que, je vous présente très rapidement ce cas. Cette patiente qui se présente au cabinet avec des dents qui sont très fatiguées. Même chose en fait, j'ai coupé quelques étapes, mais on va réaliser en fait une numérisation du projet prothétique et donc une mise en esthétique virtuelle. Ok, toujours les mêmes données. Voici le résultat, quelques rendez-vous après. Donc on a réharmonisé son sourire, et ce que je veux vous montrer ici, c'est qu'il ne s'agit pas d'un bridge complet sur un plan, mais bien d'une prothèse totale. La prothèse totale est quand même un élément, je pense, important de l'omnipratique, et qui rend service à bien des patients. Voilà, donc ces technologies ne sont pas réservées à des cabinets de spécialistes, c'est ce que je voulais vous montrer ici. Dernier humain à mettre un petit peu en éclairage dans ce trio assistante, praticien, patient, c'est l'assistante bien sûr. Qu'est-ce que va représenter pour elle l'intégration d'une technologie numérique dans votre cabinet? Tout simplement une ascension vers quelque chose de motivant. Et c'est ça que je vais essayer de développer dans cette fin de parcours. Je vous présente mes deux assistantes qui seront responsables de la future formation qui aura lieu en juin prochain chez Storia pour vos assistantes, je l'espère. Quelle est la façon de motiver nos équipes? En fait, je remercie ici Cyril Gaillard que j'ai suivi récemment et qui parle notamment dans ses exposés de cette façon, on va dire, de motiver ses équipes et de réussir la mise en œuvre de projets un petit peu d'envergure dans un cabinet.
3 choses motivent nos équipes. Première, c'est le sens, c'est-à-dire savoir pourquoi en fait vos équipes se lèvent le matin pour aller au cabinet. Important. Deuxième, c'est la reconnaissance, c'est-à-dire savoir si leur rôle est reconnu au sein de votre cabinet. Et la dernière, et probablement la plus importante, c'est que si vous avez ces 2 premiers points sans le dernier, à savoir la progression, eh bien vous passerez à côté du match. Je pense que chaque personne a besoin de connaître la marge de progression dans son activité professionnelle. C'est très important pour pouvoir garder une motivation stable. C'est pour ça que nous avons créé Ariane. Ariane est un programme de formation destiné aux assistantes, par des assistantes, de façon à accompagner la transition numérique dans les cabinets dentaires. Je pense que leur rôle est primordial et il s'agit pour nous non pas de faire un coup d'essai, mais de vous proposer en fait un programme complet pour que vos assistantes soient le moteur d'une transition numérique réussie dans les cabinets. Et quand je pense à transition numérique, je ne parle pas seulement de l'empreinte numérique. Je vais essayer de vous montrer comment on a conçu justement cette journée de formation qui aura lieu le 26 juin prochain chez Storia. Une matinée, une après-midi assez intense et très orientée vers la clinique. Nos objectifs sont extrêmement clairs pour chaque praticien qui engage ses équipes et qui nous fait confiance sur ce programme de formation. Voici l'idée, c'est autonomiser vos assistants dans la gestion du workflow, dans la gestion des données numériques. Aujourd'hui, on a un espèce de giant burger de données numériques dans nos cabinets et ces données sont bien souvent votre responsabilité, à savoir que je connais quand même pas mal de praticiens qui restent tard le soir au cabinet pour transférer des fichiers STL, pour transférer des données d'ICOM et pour en fait essayer d'harmoniser un peu tout ça. Bien souvent, ils oublient de compter en fait sur leurs équipes. Pourquoi? Par défaut de formation, c'est mon point de vue. Vous avez compris que l'idée c'est de booster la transition numérique de votre cabinet en équipe et non pas tout seul, et de manager en fait par la progression qui reste, je vous le rappelle, le facteur majeur de la motivation de vos équipes. Pour les assistantes, qu'ont-elles à gagner à participer à cette journée, cette première journée du 26 juin? Très modestement, la proposition c'est de changer de métier. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, on le sent bien, les assistantes vont en fait passer beaucoup de temps dans l'opérationnel et participer bien entendu à la communication dans votre cabinet. La communication, c'est extrêmement important et ça se passe essentiellement au niveau de vos équipes, avec vous, praticiens, mais ça se passe aussi à l'extérieur avec les laboratoires qui aujourd'hui, pour ce qui concerne le numérique, sont très demandeurs de données fiables pour qu'ils puissent fournir en fait des prothèses de qualité à vos patients et bien entendu la communication avec votre patient. L'idée pour une assistante qui suivrait ce programme, c'est qu'elle devienne un pilier du développement au cabinet et qu'elle avance. Voilà le programme. Il est construit avec un petit peu de théorie pour comprendre quels sont les enjeux du rôle de l'assistante 2.0 dans la communication patient et surtout pour qu'elle soit opérationnelle sur les fameux fichiers numériques. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va leur transmettre des savoir-faire sur la prise de données photographiques cliniques exploitables. Faire une photo est une chose, faire une photo exploitable pour créer un avatar patient n'est pas quelque chose de compliqué, mais c'est essentiel. On va aussi revenir sur l'empreinte numérique avec tout un tas de trucs et astuces pour justement transférer des données numériques fiables au laboratoire. Et ceci va nous amener directement à la suite, à savoir préparer le futur projet prothétique du patient, gérer l'intégration de toutes ces données dans des logiciels spécifiques, notamment le SmileCloud,
Et on fera aussi une petite ouverture vers un logiciel qui me paraît extrêmement intéressant, notamment pour la communication patient, mais aussi pour la communication d'équipe. C'est le logiciel Ascara, qui a intégré l'intelligence artificielle à la première consultation. Et je pense que ça amène énormément d'avantages dans vos plans de traitement. Pour illustrer, voici le type de cliché que vos assistantes sauront maîtriser à la fin de cette journée. Les empreintes, on ne va pas revenir dessus, ce sera essentiellement des trucs et astuces, mais il y aura de la manipulation sur les parties TP. Malheureusement, on ne pourra pas rentrer dans le détail travaux pratiques de l'acquisition de fichiers radiographiques pour des raisons pratico-pratiques, mais on aura quand même un volet qui sera destiné à la réalisation des clichés radiographiques. Un cliché radio de bonne qualité vous donnera un avatar de bonne qualité. Voilà la finalité de tout ça, c'est de réintégrer tout simplement des données en fait dans des logiciels d'intégration, on va dire, qui vont intégrer vos données numériques, photographiques, empreintes numériques, données radiographiques, et qui vont permettre à votre laboratoire tout simplement de produire des projets prothétiques. Ici, c'est forcément un projet qui est très orienté sur l'esthétique, mais vous verrez que, notamment avec le cas clinique que je vous ai présenté en début de présentation, ceci s'applique dans absolument toutes vos réalisations prothétiques. Et voici enfin le dernier né, à savoir le logiciel Ascara, que on manipulera également de façon à ce que votre assistante devienne aussi votre partenaire de consultation. L'avantage en fait, je trouve, de ce logiciel, c'est que non seulement il produit des comptes rendus, bien entendu, que vous allez pouvoir utiliser en interne, on l'a compris, pour pouvoir mener à bien tous vos plans de traitement, et surtout, il va produire un compte rendu en langage compréhensible patient qui va être transmis à votre patient à la suite de sa présentation et qui va lui permettre de comprendre en fait qu'est-ce que vous lui proposez. Ok, donc l'idée, si vous me suivez, c'est d'intégrer cette fusée Ariane qui décollera le 26 juin prochain chez Storia. J'espère que votre intérêt est déjà extrêmement attisé, et si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux. Je sais que la page Ariane vient d'être créée sur Instagram. Merci à tous, à très bientôt et fuerza.